Bonjour, nous sommes le vendredi 12 janvier 2018 et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet, je vais vous parler de la vieillesse et de ses inconvénients. Mais alors là, vous me connaissez, si vous regardez un peu ces vidéos le vendredi, vous savez que dès que je parle, si je parle d'un sujet sérieux, je n'en parlerai pas sérieusement. Il y a quelques années, René Thom, le mathématicien dont le plus grand public a entendu parler par sa théorie des catastrophes. Il ne s'agissait pas de catastrophes au sens où on l'entend, raz-de-marée, incendie, etc. Il s'agissait des modèles élémentaires de catastrophes en mathématiques. Et René Thom était quelqu'un qui connaissait très bien la philosophie d'Aristote et ça lui donnait envie de temps en temps d'entrer dans des sujets un peu philosophiques, mais de les traiter à sa façon en tant que mathématicien et en tant que mathématicien facétieux. Et alors, il avait une théorie sur l'immortalité qui était intéressante. C'était la théorie suivante, c'est que nous sommes tous en réalité immortels, pour la raison suivante, c'est que notre perception du temps, selon lui, était liée à la vitesse de notre métabolisme, à la manière dont notre corps traite les différentes humeurs qui circulent à l'intérieur. Les humeurs, au sens, on en parlait de cette manière-là au Moyen Âge, un certain nombre de fluides, on appellerait ça des hormones, on appellerait ça le sang, etc., à l'intérieur de notre corps. Et il disait la chose suivante, c'est que le métabolisme ralentit, mais ça, voilà, on le sait, c'est des choses qui, avec le temps qui passe, avec l'âge, le corps réagit de plus en plus paresseusement aux événements à l'intérieur de lui-même, qu'il s'agisse d'agression par des microbes ou d'autres éléments. Et il disait notre perception du temps est liée à cela. Et plus le métabolisme ralentit, plus le temps nous paraît long. Si bien qu'on pourrait imaginer que nous soyons dans notre dernière journée, avec à l'article de la mort, comme on dit, et notre métabolisme ralentit de plus en plus, et le temps que nous percevons en tant qu'individu nous paraît du coup de plus en plus long. Et si bien que subjectivement, de notre point de vue, la dernière minute nous paraîtra être une année, les dernières 30 secondes nous paraîtront être un siècle, et la dernière seconde correspondra pour nous au sentiment de l'éternité. Voilà, donc l'immortalité, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas demander aux transhumanistes de s'en occuper, ça deviendra automatiquement. Et ce monsieur Tishby, ce monsieur Naftali Tishby, dont je vous ai déjà parlé, parce que c'est la personne qui a compris ce qui se passe réellement dans un réseau artificiel de neurones, un réseau neuronal artificiel, c'est lui qui nous a, qui a compris ce qui se passait, c'est-à-dire que dans la transformation d'informations extérieures contiennent plein d'informations, et le diagnostic que nous avons posé, de dire en voyant un chien, c'est un chien, c'est un processus de compression de l'information, d'élimination des éléments qui sont accessoires et qui nous permet finalement, avec toute cette information qui est la perception d'un chien à côté de nous, que ça débouche sur une seule étiquette qui dit chien dans notre tête. Et j'ai vu, et je ne l'ai pas encore lu, parce que j'y ai pensé seulement à l'instant même, un article de M. Tishby sur la perception du temps. Et sa perception du temps n'est pas liée au individuel, à la perception personnelle individuelle du temps, et son interprétation n'est pas comme dans les termes de métabolisme, comme le disait René Thom, c'est en termes de l'information que nous devons traiter. Et ça va me permettre de vous faire une petite réflexion sur la vieillesse et le système des retraites. Alors voilà, moi j'ai vu dans ma vie, j'ai vu mon père devoir prendre sa retraite qu'il avait repoussée le plus possible avec des dérogations, des machins comme ça, mais obligé de le faire et se retrouver tombé dans une profonde dépression à la suite de cela. Il s'était dit qu'il allait peindre parce qu'il était un peintre du dimanche et il faisait ça finalement pas mal du tout, mais ça ne l'a pas occupé suffisamment, ça n'a pas retenu suffisamment son attention pour
pour que sa vie ancienne de trépidante, professeur d'université, haut fonctionnaire, conseiller juridique sur des trucs particuliers, etc., etc., ça lui plaisait. Voilà, il avait la chance de faire un métier qui lui plaisait, d'enseigner, de s'occuper de la gestion des affaires, d'être parfois dans des cabinets ministériels. C'était son truc. C'était son truc. Alors moi je me suis dit quand j'ai vu ça, j'ai dit oh là là, pas pour moi, pas pour moi. Là, je n'ai pas l'intention de faire ça. Alors comment est-ce qu'il faut faire? Eh bien là, je vais vous donner quand même un conseil. C'est très simple. Il faut s'arranger pour pas avoir une retraite quand on atteint l'âge de la retraite, pour qu'il n'y ait pas d'argent qui tombe automatiquement. Et pour ça, ben, il faut aller dans un très grand nombre de pays. Il faut se faire virer de la quasi-totalité de ses emplois. Je crois que j'ai quitté un emploi volontairement sur les 13 ou 14 que j'ai eu. Pour les autres, j'ai été viré. Et tout ça fait que finalement, ben, à l'arrivée, vous n'avez pas de retraite et vous êtes obligé de continuer à travailler, c'est-à-dire d'essayer de faire rentrer de l'argent. Alors voilà, je vous le recommande. En plus, ça va arranger nos affaires, puisque les régimes de retraite sont de plus en plus, dépendent d'argent qui ne rentre plus, non pas parce que nous ne sommes pas riches, bien entendu, mais parce que l'argent, on décide plutôt de le donner aux gens qui sont déjà extrêmement riches. Regardez ce que vient de faire Monsieur Trump aux États-Unis. Et voilà, il a perdu au passage, hein, il a perdu sa base populiste parce que ils ont l'impression d'avoir été, si vous me permettez l'expression, cocufiés ou entubés comme vous voulez. Et du coup, bah, ces gens-là s'intéressent un peu plus à ce que peuvent dire des gens comme Monsieur Bernie Sanders, ce qui est pas du populisme. C'est quelqu'un qui parle au nom du peuple, mais c'est pas du populisme. Il y a moins de théories du complot, etc., etc. Bon, mais ça me fait dérailler un peu de ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, bien entendu, c'était une plaisanterie. Je n'ai pas décidé, bien sûr, de saboter ma carrière délibérément, de façon à ne pas avoir de retraite. Mais j'ai le sentiment que le temps presse. Et j'ai de plus en plus ce sentiment que le temps presse, parce que bien entendu, il faut être raisonnable. L'immortalité pratique, sur le plan pratique, ça n'aura pas lieu de mon vivant. Et donc, il faut allouer le temps de la meilleure manière. Et comme je viens de le faire, là, vous voyez à l'instant, je vous ai parlé de choses très importantes sur le très long terme de l'espèce humaine, et en même temps, j'ai pas pu m'empêcher de vous glisser un petit truc sur l'actualité de Monsieur Trump. Comment faire? J'ai pensé, vous l'avez compris, déjà ces vidéos, je vais les faire autrement, je vais les consacrer soit peut-être à des trucs d'actualité, soit à des choses de plus long terme qui me paraissent plus importantes. Et du coup, je ne sais pas du tout, je vous l'ai dit la semaine dernière, si j'en ferai du coup plus ou moins, mais ce ne sera pas sur une base hebdomadaire. Alors pour être sérieux sur cette histoire de mortalité et d'immortalité, en tout cas de sentiment qu'on a de l'être, il y a quand même, je dirais peut-être une leçon sérieuse dans ce que je viens de dire. C'est pas d'essayer délibérément de ne pas avoir un plan de retraite, mais c'est d'utiliser au mieux le temps entre ces deux pressions qui sont les nôtres, qui sont que nous avons que nous vivons bien entendu dans le court terme, dans le moment qu'on appelle le moment présent, et où nous savons, ce sont les enseignements de la psychanalyse, il y a une centaine d'années, et confirmés au fil des années par la psychologie. C'est une chose qu'il faut noter quand même, hein. Quand la psychologie a évolué depuis, disons, 1900, la date de parution de la science des rêves, de l'interprétation des rêves, Traumdeutung de Freud. Et maintenant, la psychologie n'a pas trouvé d'erreur, hein, il faut bien le savoir, dans la psychanalyse. Elle n'a trouvé que des confirmations, et elle le fait à son rythme, et elle le fait aussi en niant le fait qu'elle retrouve ce que la psychanalyse a déjà dit, bien entendu, parce qu'on ne peut pas se déjuger. Si un jour on retrouve le modèle de formation des prix d'Aristote plutôt que l'offre et la demande, je vous assure qu'on dira qu'on l'a toujours su et que personne n'a jamais dit autre chose. Ça, c'est garanti de ma part. Enfin voilà, donc, mais ce qui est important à faire, c'est d'utiliser le fait que nous avons deux déterminations à l'intérieur de nous-mêmes. La détermination à court terme qui nous vient essentiellement
de l'inconscient, et les décisions sont prises de manière inconsciente, et j'insiste toujours sur cette découverte de Libet qui nous montre que cette idée d'une intention de faire maintenant quelque chose, elle nous vient après que notre corps en mouvement ait déjà initié la démarche. Nous sommes avertis après coup de ça. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas aussi prendre des décisions sur le long terme, et comme l'exemple que je donne toujours, c'est aller chez le médecin la semaine prochaine. Oui, on arrive à faire ça, même sans agenda, on arrive à se le souvenir. Pourquoi? Parce qu'on se crée délibérément un souci, le souci de devoir aller chez le médecin à la date prévue et de ne pas être en retard, et ainsi de suite. C'est un souci que nous inscrivons à l'intérieur de notre mémoire, et il y a un gradient, comme disent les physiciens, il y a quelque chose qui va nous entraîner dans la bonne direction pour qu'on arrive à le faire. Et là, je vais terminer par ça, je vais essayer de ne pas faire trop long aujourd'hui, mais je ne sais pas encore combien de temps je vais consacrer à ce sujet-là. Il y a un choix à faire dans nos sociétés, et un choix à faire entre ce que nous laissons au spontané de la décision immédiate et ce que nous attribuons à la délibération. Et là, nous avons inventé quand même une excellente méthode, deux excellentes méthodes. Une qui s'appelle la rationalité, qui est d'utiliser des syllogismes pour arriver à des conclusions qu'on ne connaissait pas déjà, et de produire un discours qu'on appelle la science, sur un mode axiomatique, de produire des démonstrations en vérifiant dans le monde si ces démonstrations correspondent à des choses qui existent véritablement. Et donc nous avons un choix à faire à tout moment entre est-ce qu'on va s'occuper de telle chose, est-ce qu'on va laisser la spontanéité, l'intuition s'occuper de ces décisions-là, ou bien est-ce qu'on va permettre à la délibération de prendre la décision et d'agir en fonction de ça, à partir d'une analyse de la situation, à partir de raisonnements qui sont faits à l'aide de la méthode scientifique, où le syllogisme est un élément essentiel, hypothético-déductif, dit-on, à ce sujet, avec une partie inductive qui consiste à trouver que tous les chiens, il faut les mettre dans la catégorie chien. Alors, vous le savez, nous avons deux grands systèmes politiques. L'un qui met l'accent total sur la spontanéité, sur le laisser-faire. Il faut que les institutions spontanées prennent le dessus, comme la propriété privée, prennent le dessus sur les institutions qui sont le résultat de notre délibération, de nos calculs, comme l'État, et ainsi de suite. Et ça, de ce côté-là, donc, de l'accent mis sur la spontanéité, sur le fait que si on réfléchit pas à quelque chose, c'est beaucoup mieux. La main invisible d'Adam Smith, que chacun poursuive son intérêt bien compris et tout marchera très très bien. C'est bien entendu l'ultralibéralisme. À l'autre bout, pas faire conscience du tout à la spontanéité, faire tout dans la réflexion, par le calcul, la démonstration, ne rien faire qui ne soit pas la conséquence d'un plan qu'on en a bien établi à l'avance, et à ce bout-là, on a le communisme de type soviétique. Alors, notre difficulté à nous, chers amis, vous le savez, c'est de trouver une voie moyenne entre ça. Et ça, là, on retombe toujours sur cet ami Aristote dont je viens de parler, de trouver le juste milieu entre le trop de spontanéité et le trop de réflexion. Et le moment est venu que nous trouvions une méthode, que nous continuons à réfléchir sur quel est le meilleur moyen d'utiliser ça. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'optimiser nos ressources intellectuelles entre le spontané et le délibéré, entre le trop spontané et le trop délibéré? Alors, oui, je réfléchis là-dessus, j'en ai déjà parlé ailleurs, je vais mettre ça soigneusement, ce que j'en pense, dans la conclusion de Qui étions-nous ? Le livre auquel je mets la dernière main, où je fais les dernières retouches, et voilà, mais je vais continuer de vous tenir au courant de ce qui se passe dans ma tête, d'une manière, à un rythme de plus en plus précipité. Voilà, allez, à bientôt.